Mario, M. Prévost est un très bon gestionnaire. C'est un bonhomme très bon pour ses employés également. Oui, on pourrait parler même d'humanisme à ce moment-là, parce que M. Prévost, c'est une personne très près aux attentes de ses employés également. Ne serait-ce que je pourrais vous dicter qu'une lettre qu'il avait reçue, parce que M. Prévost, c'était la personne que les employés pouvaient lui demander tout ce qu'ils voulaient. Lorsqu'ils construisaient leur maison, des matériaux à prix coûtant, les outils, lors de leur mariage, ils pouvaient prêter sa voiture à ce moment-là. Et les employés même avaient cité une lettre, avaient écrit une lettre pour la fête de M. Prévost en 1943 qui disait « Nous avons été les premiers à bénéficier de vos talents et de vos succès. Nous vous devons le pain quotidien. L'avantage de demeurer dans la région natale, y mener une vie paisible et heureuse. Et ça, ce n'est que la moitié de la tâche actuelle d'un patron qui, comme vous l'avez toujours fait, ne sépare pas ses intérêts de ceux de ses ouvriers et qui se considère comme le chef d'une grande famille. » Wow! Ça, c'est de la belle appréciation. C'est de la belle appréciation parce qu'écoute, c'est vraiment, là, on parle... aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup d'employeurs qui auraient une belle lettre comme ça. Hein? Non, ce serait plutôt rare. Et le salaire, écoute, on est en 1937. Pour la première année, pour 60 heures de travail, on pouvait avoir 3,56 $ pour une semaine de 60 heures. La deuxième année, le salaire passait à 7,20 $ par semaine. Oh, c'est beaucoup. Et les gens qui ne demeuraient pas dans la région, une chambre à l'hôtel coûtait 3 $ par semaine, lavée et nourrie. Alors, c'était écrit comme ça à l'époque. Les enveloppes de paye étaient préparées le vendredi soir et remis le samedi matin à chaque employé. En 1940, on a eu la loi du salaire minimum qui est arrivée. Et il sera de 25 cents à 33 cents de l'heure, dépendamment du type d'emploi qu'on occupait. Pendant la période de guerre, Eugène sera forcé, malheureusement, de construire, je dis malheureusement, mais c'était une période lucrative pour Eugène, pour la compagnie Prévost, mais de construire des autobus de piètre qualité pour l'effort de guerre. Donc, on a dû enlever le métal le plus possible pour construire des autobus avec le plus de bois possible pour l'effort de guerre. Et ces autobus servaient au transport des troupes, mais pas des troupes, mais plutôt, je devrais dire, des employés qui avaient à se déplacer, surtout au chantier maritime à Lauson. Alors, les autobus ont servi beaucoup dans la période de guerre. Donc, Mario, là, on arrive maintenant en période d'après-guerre. Le contexte change encore. Oui, bien là, la production rebondira naturellement. Et sa fille Jeanne d'Arc, qui était son bras droit, décide de se marier. Alors, il devra embaucher des nouveaux administrateurs. Il va élaborer en même temps un nouveau système pour les fenêtres, qui va uniformiser aussi en même temps les modèles des autobus. Il va établir un prix de revient par nombre de passagers. En exemple, en 1945, un 41 passagers coûtait 4 800 $ et un modèle de luxe coûtait 6 000 $. Il fera aussi réaliser une maquette, un prototype de 1 pouce au pied, un modèle de 29 passagers avec un moteur arrière cette fois-ci. Oh! Oui. Là, on commence à parler de ce qu'on dit couramment, les pushers. Et d'innovation, naturellement. Par contre, aussi, dans la même période, il doit continuer à prendre des commandes autres que les autobus, donc les camions de lait, camions de glace, et camions de livraison, etc. J'imagine, Mario, qu'à un moment donné, Eugène Prévost a besoin de capitaux. Jusqu'à maintenant, il prend son argent personnel et il l'amène à l'entreprise. À un moment donné, avec des commandes de même, il va faire un bon investissement en capitaux. Là. Exactement. Alors, il se tourne vers la Caisse populaire de Sainte-Claire, naturellement. Il demande un emprunt de 70 000 $. À l'époque, c'est une grosse somme. Aujourd'hui, on parle d'environ l'équivalent de 900 000 $. Près d'1 million. Exactement. Donc, pour les convaincre de lui donner ce prêt, il leur soumet des offres qu'il y a eu d'ailleurs. Exemple, ça pourrait se dire comme ceci. Laissez-moi vous dire, en passant, que j'ai reçu des offres très alléchantes de la part d'une délégation de Saint-Joseph-de-Beauce qui est venue m'offrir ici, dans mon bureau, de me construire une usine d'une valeur de 125 000 $ si je consentais à m'établir dans leur village afin d'y embaucher de 100 à 125 jeunes compatriotes. Wow. J'aime le verbe de l'époque quand même. Et les offres sont venues de Sherbrooke, de Rivière-du-Loup également. Là, on voyait vraiment M. Prévost comme un moteur économique pour une région précise. Donc, les gens de Sainte-Claire ne l'ont pas laissé partir, c'est sûr. Non, puis il faut dire que les ateliers Prévost, encore une fois, étaient sur la grande lancée.